Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 1 de À la découverte d'Excel 365 pour iPad, version 2.43. Et nous verrons les généralités et un coup d'œil rapide sur l'interface ainsi que l'activation et la réactivation. Et ce module est fait dans le cadre des ateliers du SILAC, actuellement en confinement. Au programme, c'est quoi un tableur? Présentation de la feuille de calcul d'Excel pour iPad, quelques formats de cellules, l'onglet Accueil et un aperçu des autres onglets. Et nous terminons par l'activation ou la réactivation d'Excel 365 pour iPad. Alors, la plupart des captures d'écran proviennent d'un iPad Pro 12,9 pouces ou d'un iPad 6 9,7 pouces, tous deux sous iPadOS 14.3. Alors, par rapport aux publications précédentes, il y a des modifications des outils communs entre la version 2.43, où le menu fichier ici est accessible à droite, et dans l'ancienne version, le menu fichier était accessible depuis un outil qui est situé à gauche. Alors, c'est quoi un tableur? Alors, un tableur, c'est une grande feuille d'électronique où vous pourrez travailler comme vous feriez sur une feuille de papier, mais avec une grande rapidité, une plus grande fiabilité, une plus grande facilité quand vous en aurez bien l'habitude. Et l'objet du tableur est de mettre à la disposition de l'utilisateur un crayon et une gomme électronique pour élaborer des documents. Ça peut être des factures, des bordereaux de livraison, des relevés de compte, diverses statistiques, constituer des tableaux, calculs financiers, simulations, tableaux de bord, prévisions statistiques. Ici, comme je le ferai dans les exercices spéciaux SILAC, et on peut agrémenter ces statistiques de graphiques. Et on peut aussi gérer des petits fichiers avec des suppressions, des insertions, des tris, etc. Alors attention, ici sur iPad, il n'est pas possible de faire du publipostage, entre Excel pour iPad et Word pour iPad. C'est uniquement pour la version Mac et bien sûr PC. Alors, le tableau est constitué de lignes et de colonnes qui composent des cellules, comme ici c'est la cellule A1. Il y a des lignes numériques, 1, 2, 3, et des colonnes alphabétiques, A, B, C, etc., Z, BB, AA, CC, CCC, DDD, etc. Et le tout forme des cellules dont les coordonnées sont la colonne et la ligne. C'est-à-dire ici A1, B1, C1, A2, A16384, BB12, etc., etc. Alors voyons voir de plus près un classeur. Alors, le classeur est découpé en onglets. Ici, on est dans l'onglet Accueil, on a l'onglet Insertion, Dessin, Formule, Données, Révision et Affichage. En haut, classeur, c'est le nom du classeur. Bien sûr, on y donnera un nom plus significatif pour pouvoir s'y retrouver. Et un classeur Excel, c'est un fichier dont l'extension est .xlsx. Et un classeur contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Le nom de la feuille, ici, est
d'en bas, et en touchant plus, on pourra créer une feuille supplémentaire. Tout à droite, les 3 petits points, c'est l'accès au menu Fichier. Alors ici, dans FX, la longue ligne FX, c'est le contenu de la cellule ou de la fonction qui correspond actuellement à la cellule A1. Voici le contenu de la cellule A1 qui est vierge pour l'instant. Donc, à gauche, on a les numéros de ligne et en haut, on a les numéros de colonne. Je rappelle, les numéros de ligne sont numériques et les numéros de colonne sont alphabétiques. Voyons le contenu d'une cellule. Une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction, et aux cellules, vous pourrez lui affecter un format, un cadrage, une couleur gras, italique, un fond de couleur fixe ou conditionnel. Voyons quelques formats de cellules. Alors l'accès au format de cellules se fait depuis l'onglet Accueil, depuis l'outil ABC123, qui est format nombre. Là, le menu est assez long. Alors, le format de nombre général, c'est l'équivalent, disons, du standard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éventuellement, on pourra ajouter une décimale ou supprimer une décimale. On verra plus tard. Voilà, c'est général avec un séparateur de milliers avec 2 décimales. Donc, c'est ici qu'on choisira le nombre de décimales et ici, séparateur des milliers. Devise, bon, c'est pareil que comptabilité. Donc, ABC ici, devise, et on choisira ici le format de devise. Donc là, ici, c'est moins 1, 2, 3, 4 et le signe euro. Voilà, on a donc ici le format devise avec les séparations des milliers. Là, ici, c'est date. Et là, on a un nombre important de formats de dates que nous verrons plus en détail dans un autre module. Alors, notez que les dates sont en interne sous la forme d'un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, c'est-à-dire le 33 2019, c'est le 43 554e jour. Le 1-1-1904, c'est 1462. On reviendra dans le module qui est consacré aux dates sur les anciens formats par rapport à 1904. Les pourcentages, donc au lieu de marquer 0, 17, 365, on ira choisir pourcentage. Ici, avec 2 décimales, c'est quand même plus clair. Découvrons maintenant rapidement le ruban et les différents onglets. En haut ici, c'est retour sur l'écran de démarrage ou l'écran d'accueil. Ensuite, ici, annuler ou refaire l'opération. Ensuite, la petite lampe, c'est aide. La loupe, recherche. Le signe ici, partager. Et là, ici, le menu fichier. Voyons maintenant plus en détail l'onglet accueil. Donc, on a la police, taille, gras, italique, souligné.
Ensuite, les bordures, le fond, la couleur de police. Ensuite, on a le cadrage, l'orientation du texte, l'outil fusion de cellules, l'outil style de cellule, l'outil format, la gomme, la somme automatique et l'outil trier. Alors on a quelques petites différences entre l'onglet accueil sur les iPads 12,9 pouces et 9,7 ou 10 pouces. Voyons l'onglet insertion pour un écran de 12,9 pouces. On a l'outil tableau. Ensuite, les données de l'image, les formes, les icônes. On a aussi appareil photo et photo, que je n'ai pas détaillé là. Alors, on a l'onglet insertion sur un iPad de 12,9 pouces et un autre ici de 9,7 pouces. Il y a quelques petites différences. L'onglet dessin maintenant, pour un iPad 12,9 et un iPad 9,7 pouces. L'onglet formule, toujours avec les deux types d'écran. L'onglet données et l'onglet révision. L'onglet affichage, on aura différents outils, dont le quadrillage en tête, onglet de feuilles et feuilles de droite à gauche. Découvrons maintenant l'activation ou la réactivation d'Excel 365. Alors, si on utilise la version gratuite sur les iPads inférieurs à 10,1 pouces, l'activation à Microsoft 365 n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser la version gratuite qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais bien sûr, il faut toujours un compte Microsoft. Et rappelons, compte Microsoft, c'est généralement utilisé comme support d'un espace OneDrive, ou c'est une adresse Hotmail ou en live. Alors, sur les iPads supérieurs à 10,1 pouces, l'activation Microsoft 365 est obligatoire, donc il faut passer par un abonnement à Microsoft 365. Et là, vous aurez toutes les fonctionnalités de la version payante. Et toujours, il vous faudra un compte Microsoft qui est le support, dans ce cas-là, d'un abonnement payant à Microsoft 365. Le compte Microsoft 365 peut être le support de votre propre abonnement, par exemple un abonnement famille à Microsoft 365, compte que vous partagez, ou ça peut être le compte dont vous bénéficiez d'un abonnement à Microsoft 365 qui est partagé par une autre personne. Voyons quelques iPads qui sont au catalogue au 3 décembre. Donc on voit les différentes tailles d'écran, 12,9, 19 et 10,2. Donc ils sont tous supérieurs maintenant à 10,1 pouces.
Alors les fonctionnalités d'Excel qui sont disponibles uniquement pour les abonnés à Microsoft 65, c'est la personnalisation des styles et disposition des tableaux croisés dynamiques, l'ajout de couleurs personnalisées à des formes, l'insertion et modification d'objets WordArt, l'ajout d'ombres et de styles de reflets à des images, ou l'ajout et modification des éléments graphiques. Alors pour la connexion à un compte Microsoft, vous allez entrer votre adresse avec généralement nom, prénom, puis le mot de passe. Là ici, l'adresse n'est pas mise en entier volontairement, ça a été coupé au niveau de la mise en page. Alors on reconnaît la version gratuite à la version payante, c'est que dans l'écran d'accueil, on a un petit diamant où il est marqué « Passer à la version premium ». Avant, c'était un caddie. Là, ici, c'est un diamant. La connexion à un compte Microsoft 65. On se connecte à l'aide de Microsoft 65. Ensuite, on va entrer son identifiant. Donc, nom, prénom, une adresse. Donc, une adresse, c'est une adresse électronique. On va entrer le mot de passe. On fait se connecter. L'activation est en cours. Et voilà. Donc ici, on a Microsoft, on a le petit carré. Et là, ici, on a l'identifiant aussi, éventuellement une photo, si on a mis une photo, dans le compte Microsoft. Donc là, ici, c'est le compte Microsoft 365 Live. Et pour connaître la version d'Excel qui est installée sur l'iPad, on va dans les réglages. Ensuite, les activités diverses qui sont classées par ordre alphabétique, Excel. Et on a ici la version. Donc, dans le cas présent, c'était la version 2.40. On peut aussi connaître la version d'Excel en passant depuis le stockage de l'iPad. Donc, on va au stockage de l'iPad. Alors là, attention, c'est classé par ordre décroissant de taille occupée. Et donc là, on a aussi la version qui est indiquée ici, donc toujours la version 2.40. Au niveau de la documentation, vous avez la rampe de lancement 152 qui est disponible. Et pour connaître le partage d'Office 365, vous avez la rampe de lancement 138. Alors, au programme, un petit exercice pour commencer. Alors, nous verrons le tableau à obtenir, la vue de la feuille de calcul, l'organisation des données pour la saisie de ce tableau, une sauvegarde sur l'iPad de ce qui a été saisi et l'ouverture d'un classeur Excel. On entre maintenant dans le vif du sujet avec la fonction somme, les répétitions de calcul, le remplissage, les calculs de pourcentage. Nous découvrons une erreur lors des recopies et nous verrons le pouvoir absolu de $, pour rectifier l'erreur. Alors, les captures d'écran ont été faites principalement sur un iPad Pro 12.9 ou un iPad 6, tous les deux sous iPad ou iOS 14.3. Bah non, c'est iPad OS 14.3. iOS, c'est pour les iPhones. Alors voici le tableau qui sera à obtenir. C'est un tableau des activités du SILAC
pour le début de 2 saisons, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, nous ferons des petits calculs et des petits calculs de pourcentage. Voilà ce qu'on obtiendra à l'issue de la première étape, donc cet exercice numéro 1. Alors on va procéder au lancement d'Excel. On va toucher Nouveau et Nouveau classeur. Alors suivant la version où on est, de 40 ou de 44, on peut avoir des petites modifications dans l'affichage de l'écran d'accueil. Alors ici on est dans la version gratuite que l'on reconnaît avec le diamant là qui est dans la bande verte et qui nous invite à passer à la version premium. Avant c'était un caddie, enfin maintenant c'est un diamant ou équivalent, hein. Alors là ici c'est l'aspect de nouvel écran d'accueil dans la version 2.44 et suivante. Voilà, pour créer un nouveau classeur, on touchera plus et le choix d'un modèle. Voilà, notre feuille vierge est maintenant affichée et c'est le classeur dont le nom ici s'appelle classeur 1. Voilà. Alors, en A1, on aura le contenu de la cellule et en FX, on a le contenu de la fonction ou de la cellule ou de la fonction. Voilà, contenu de la cellule. On a toujours nos numéros de ligne et numéros de colonne qu'on a déjà vu précédemment. Et là, ici, on est dans l'onglet Accueil. Alors, avant d'entrer les données, il faudra décider de l'organisation. Alors, dans la première colonne, on mettra la première colonne, donc colonne A, on entrera les catégories. Et dans les colonnes suivantes, et à B, C, on entrera les noms des mois. Alors actuellement, le curseur est dans la cellule A7, c'est-à-dire colonne A, ligne 7. Alors on a rentré les différentes catégories dans la colonne A et les mois dans la ligne 1. Et pour passer d'une ligne à l'autre, on touchera la touche Entrée du clavier virtuel ou on touchera avec le doigt de la cellule désirée. Bon, éventuellement, si on utilise une souris, puisqu'il est possible maintenant de mettre une souris, donc là une souris Apple Magic ou équivalent, on pourra non pas entrer, toucher, mais cliquer. Alors évidemment, dans le cas de la saisie de tableau Excel, si vous avez un clavier externe, la saisie sera facilitée. Alors quand on aura saisi nos catégories, on voit que les noms de catégories débordent. Là, on va élargir manuellement la colonne. Bon, il existe un réglage qui permet de faire un élargissement automatique des lignes et des colonnes. Mais là, ici, on va procéder à l'élargissement manuel. Donc, on sélectionne la colonne, ici la colonne A, et il y a deux petits traits et deux petits traits et on va tirer vers la droite pour élargir la colonne, et si on a trop élargi, on repoussera vers la gauche.
Voilà. Ensuite, on va aller procéder à la saisie. Alors, ici dans notre ici dans notre tableau, il y a beaucoup de saisies numériques. Là, on peut utiliser le clavier numérique virtuel. C'est beaucoup plus facile. Voilà, notre tableau est terminé au niveau de la saisie. Il nous restera à faire les calculs comme cela est demandé. Ah ben voilà justement notre petit réglage automatique de la largeur des cellules. On sélectionne les différentes cellules à régler et on va toucher l'outil ici de dimension de la cellule et on ira choisir ajuster automatiquement la largeur au contenu. Et voilà, ça a été fait maintenant de façon automatique. Alors notre premier tableau étant fait, avant de continuer, on va procéder à la sauvegarde sur l'iPad. Alors on va toucher les trois petits points qui sont en haut à droite. Ensuite, enregistrer. Et on donnera un nom au fichier. Donc là, on a donné comme nom de fichier exercice 1. On sélectionne l'endroit où l'on veut enregistrer ce fichier ou ce classeur, si on veut bien utiliser la terminologie d'Excel. Et ensuite, on touche enregistrer. Voilà, donc on va enregistrer exercice 1 sur mon iPad. Et voilà, exercice 1 est maintenant enregistré. Et on le voit ici dans récent. Maintenant qu'on a sauvegardé notre classeur, on va relancer Excel si on ne le fait pas tout de suite dans la foulée. Et on va rouvrir depuis récent. Donc ici, en récent, on a plus tard renommé ce fichier exercice 1A. Donc là, il s'appelle maintenant exercice 1A pour continuer l'exercice. Et on fait l'ouverture depuis récent. On peut aussi ouvrir le classeur Excel depuis ici, ouvrir, et sur mon iPad, puisque c'est sur l'iPad qui est enregistré, et on va aller toucher ou cliquer sur exercice 1A. Alors une petite variation de l'interface depuis la version 2.44. Voilà, l'interface ici de l'écran d'accueil est un peu changée. On a ici récent, ici exercice 1A. Ou sinon, c'est depuis ouvrir et on aura notre exercice ici 1A. Alors maintenant, on va effectuer les totaux par mois. Donc on va se positionner dans la première colonne, dans la colonne B. Et on va totaliser les participants de septembre. Alors, une première méthode, on va utiliser la fonction somme. Donc, égale somme, ouvrez la parenthèse, et ensuite, on pourra ou taper notre cellule ici B2, ou la toucher, et à ce moment-là, elle apparaît. On rajoutera ensuite
plus, on touche ensuite B3 plus et B4, etc. Voilà. Et donc notre formule, ce sera B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7. Et bien sûr, on ira fermer notre parenthèse pour la fonction somme. Bon, ça ici, c'est une première façon d'utiliser la fonction de somme, mais on verra dans un instant que lorsqu'on veut faire des additions sur des cellules consécutives, on utilisera une autre méthode qui est beaucoup plus rapide. Alors, une petite introduction des fonctions. Alors une fonction commence par le signe égal, et dans Excel les calculs peuvent se faire de plusieurs façons. On peut faire par exemple égal cellule plus cellule, hein, comme par exemple égal B2 plus B3 plus B4 dans le cas d'addition, hein. Ou sinon égal somme de deux cellules. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire, égale somme, ouvrez la parenthèse, B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7, et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Alors dans le cas de cellules consécutives, on va utiliser une autre façon. Alors on tape égale somme, ouvrez la parenthèse, on se positionne ici sur la première cellule, donc là ici C2, et on tire, et ça fait automatiquement C2 2.C7. Et lorsque les calculs se refaire à des groupes de cellules consécutives, on utilisera le caractère de point qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Alors dans le cas présent, les deux points ont été ajoutés automatiquement, mais on aurait pu faire ici C2 ici et enfin C7, et là ça aurait fait pareil, ça aurait sélectionné l'ensemble de nos chiffres, et il reste bien sûr à ajouter la parenthèse fermante. Voilà, et donc la formule égale somme C2 2.C7 signifie effectuer la somme des cellules de C2 à C7. Et maintenant, il restera à procéder aux autres totaux. Alors soit qu'on recommence la égale somme ici de C2 à C7, égale somme de D2 à D7, égale somme de 2 à E7, etc. Mais bon, il y a mieux, surtout lorsque on a beaucoup de calculs répétitifs, hein. Alors pour la répétition des calculs, on va d'abord utiliser le classique copier-coller. Alors, dans notre total qui est en B8, c'est-à-dire qui est égal à somme de B2 à B7, on touche longuement la cellule et on voit apparaître un menu ici. On va toucher copier. On va se positionner. Alors on voit que la cellule est sélectionnée ici. Elle est entourée de pointillés et de points. Et ensuite on va se positionner dans la cellule C8 et on va toucher
coller. Voilà, le total a été recopié et on a fait évoluer de B2 à B7, c'est devenu de C2 à C7. Donc comme c'est dit ici, quand on recopie une cellule contenant une fonction, les arguments évoluent automatiquement. Donc égale somme B2 à B7 devient égale somme de C2 à C7 et ainsi de suite dans les autres colonnes. Donc là ici par exemple pour terminer en colonne E, on a refait donc plusieurs collés en D8, collés en E8 et donc là on voit que la somme est égale à E2 à E7. Alors maintenant on va utiliser une autre formulation, le remplissage pour recopier les formules. Donc on a refait les calculs plutôt, on a effacé les calculs qui avaient été faits dans les colonnes C, D, E. Et maintenant, on va retourner sur notre cellule B8. On sélectionne. On touche ensuite remplissage. Et les deux petits points ont été remplacés par des petits carrés. Et on va tirer la cellule par les petits carrés vers la droite. Donc c'est ce qu'on appelle ici la poignée de recopie. Et voilà, nos totaux ont évolué en tirant sur la poignée de recopie, donc avec la fonction remplissage. Alors, voyons les différents opérateurs. Les différents opérateurs sont l'addition, c'est plus, la soustraction, moins, la division, c'est le slash, ou la barre de fraction, la multiplication, c'est l'astérisque, et l'exponentiation, c'est-à-dire l'élévation à puissance, c'est le petit chapeau de même, hein, le circonflexe, quoi. Alors on va maintenant continuer la suite des calculs et on va faire les calculs des catégories, c'est-à-dire sur les lignes. Bon, là on va attaquer directement, hein. Égale somme, on se positionne sur la B2 et on tire sur E2 et ça nous fait automatiquement B2 2.E2 et on ira fermer la parenthèse. Et maintenant pour recopier les calculs, on va y toucher notre première ligne 2. Hop, remplissage. Les petits ronds ont été remplacés par des petits carrés et on va tirer la poignée de remplissage vers le bas. Et voilà, nos différents calculs se sont répétés pour des débutants, la bureautique et différents autres ateliers. Et pour améliorer un peu la présentation, on ira sélectionner le total. Ensuite, on va aller choisir une couleur de police. Et voilà, on aura mis le total ici en rouge. Maintenant, après avoir fait les différents totaux,
nous allons procéder au calcul des pourcentages. Alors, calcul de pourcentage en G2, c'est donc 89 divisé par 516, c'est-à-dire F2 slash F8. Donc, égale somme, on clique sur F2, ensuite slash, on tape le slash, on clique ensuite sur F8 et on ira fermer la parenthèse. Bon, là on obtient un total qui n'est pas très lisible. On va maintenant lui affecter le format pourcentage. On sélectionne la cellule. Dans ABC 1, 2, 3, donc format de nombre, on va y choisir le pourcentage. Voilà, ABC, et voilà, pourcentage. Voilà, maintenant on a notre pourcentage, 17,25. Bon, si on veut, on pourra réduire le nombre de décimales ou en ajouter. Maintenant, on va les procéder. Voilà, le choix des décimales, toujours par format de nombre. On va ajouter ou supprimer une décimale. Voilà, dans le cas présent, on a supprimé une décimale. Et maintenant, on va aller ajouter une décimale par rapport à 10,80 initial. Maintenant qu'on a affecté le pourcentage à notre cellule G2, on va répercuter les calculs sur les autres lignes pour le bureautique, atelier libre, OS X, etc. Enfin, OS 10, pardon. Quoique maintenant c'est macOS 11. Hein. Bon. Donc je sélectionne la cellule en appuyant longuement. Ensuite, remplissage. Hop. Les petits ronds ont été remplacés par des carrés. Donc ce sont les poignées de remplissage. On va tirer dessus. Ah, patatras, il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit rappel, quand on recopie une cellule contenant une fonction, les arguments évoluent automatiquement. Donc, notre G2 a évolué ici bien en F3, en G3 là, hein, et F8 a évolué en F9. Par contre, là, alors qu'il devrait toujours être F8, hein, c'est-à-dire dans le cas présent, c'était le total de 516. Bon, le problème c'est, comme F9 est nul, on a une division par 0. Et voilà, ça donne une erreur. Il faudra aller procéder à la rectification de la formule. Alors maintenant, nous allons voir comment rectifier l'erreur qu'on a eue tout à l'heure dans la recopie de nos fonctions. Et on verra le pouvoir absolu du dollar, ou entre le relatif et l'absolu. Alors c'est le dollar qui signalera à Excel que la référence par rapport à la ligne ou à la colonne ne doit pas varier en fonction de la position de la cellule recopiée. Et donc l'écriture se fera sous la forme $ numéro de ligne. Le numéro de ligne est absolu et donc ne devra pas varier lorsqu'on fera la recopie. $ numéro de colonne, c'est le numéro de colonne qui est absolu et qui ne devra pas évoluer. Et si on met
dollar numéro de ligne, dollar numéro de colonne, c'est la cellule qui est absolue, donc il ne doit pas évoluer. Et donc on ira rectifier ici notre premier, calcul, et on ira ajouter devant le 8, donc de la ligne 8, on ira ajouter $1. Et maintenant, pour aller recopier la formule, hop, et maintenant c'est correct. Alors pour embellir un peu ou rendre un peu plus clair le tableau, on pourra y ajouter une bordure. On sélectionne la zone auquel on veut appliquer la bordure. Et ensuite on va aller toucher l'outil bordure et on va indiquer ici utiliser toutes les bordures. Voilà, toutes les bordures. Et voilà notre tableau avec toutes les bordures. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'exercice 1 qui était proposé dans le module 2. J'ai lancé maintenant Excel depuis l'iPad. Je vais créer un nouveau classeur et je vais faire la saisie d'ailleurs sur un iPad Pro 12,9 pouces, donc le clavier virtuel est un peu différent des claviers des iPads de 10 pouces ou inférieurs. Là, je saisis donc mes différentes catégories, débutant, bureautique, etc. macOS, iOS et thématique. Je vais ensuite enregistrer les différents mois, septembre, puis octobre, novembre et enfin décembre. Alors Excel ajoute automatiquement une majuscule au début de chaque cellule, que ce soit dans les colonnes ou dans les lignes. Maintenant, je vais aller ajuster la largeur de la première colonne. Je sélectionne la colonne A et après je tire vers la droite. Je vais ajuster septembre. Je vais ajuster maintenant novembre. Donc je tire vers la droite. Et maintenant, je vais terminer par ajuster décembre. Bon, il existe un réglage automatique que l'on a vu dans le module 2. Là maintenant, pour la saisie de tous les chiffres, je vais passer au clavier numérique. Voilà, je fais toute ma saisie d'octobre, après de septembre, octobre maintenant. Alors là, une petite erreur, je vais rectifier, je ressaisis mes données en novembre. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais je n'ai pas fait de commentaire, le point représente le déplacement de la souris, parce qu'il est possible de connecter une souris Apple Mouse, donc là dans le cas présent c'est une Apple Mouse 2. Bon, c'est plus pratique, en particulier pour faire les didacticiels, parce que ça permet de bien voir là où on va. Maintenant, on va aller enregistrer le premier classeur. Bon, il s'appelle ici classeur 1. Je sélectionne
sur mon iPad, je vais changer le nom. À la place de classeur 1, je vais l'appeler exercice 1. Voilà, exercice 1. Il est bien sur mon iPad et je clique, puisque j'ai une souris ici, sur enregistrer. Alors au passage, la capture d'écran maintenant est faite avec la version 2.44 où il y a une petite modification de l'écran d'accueil. Bon, maintenant je relance Excel. Donc je clique sur la petite maison, j'ai l'écran d'accueil et je vais cliquer sur le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire exercice 1. Maintenant, on va procéder au calcul de l'activité, donc du mois de septembre. On va utiliser la première méthode, égale somme, cellule 1, cellule plus cellule 2, plus cellule 3, etc. Donc, je touche avec la souris ma cellule. Ah, ici c'est B4, je tape plus, et puis B5, etc. Voilà, maintenant ma formule est terminée. Je termine en fermant la parenthèse. Voilà, donc maintenant j'ai bien somme de B2 plus B3 plus B4, etc. Alors maintenant, je vais procéder de façon différente, puisque toutes nos cellules sont consécutives au niveau de la somme. Je vais utiliser égale somme. Je clique sur la première cellule. Je clique sur la dernière. Elles sont sélectionnées. Automatiquement, ça m'a sélectionné B2, 2 points, B7. Donc ça signifie faire la somme de B2 à B7. Et maintenant, je vais aller répercuter cette fonction-là qui est en B8 sur les autres colonnes. Je vais faire un copier et ensuite un coller et encore un coller pour descendre. Là, donc, c'est une première méthode. Alors, je vais maintenant sauvegarder le classeur en lui donnant un autre nom. Donc j'ai enregistré une copie. Et là, je vais faire exercice 1AA. Bon, sachant que ces exercices AA, etc. étaient déjà faits, mais je refais. Maintenant, je vais aller faire les sommes de chaque catégorie, donc des lignes. Donc, je vais faire ma première ligne, la première ligne 2, égale somme. Je clique sur les différentes cellules B2 à E2 et ça m'a inséré E2, B2, 2 points, E2, donc faire la somme de B2 à E2. Maintenant, ici, je vais procéder d'une autre façon. La somme, je vais la recopier par la technique du remplissage. Voilà, les totaux ont été refaits. Maintenant, on va procéder au calcul des pourcentages. Donc, je vais me positionner en G2, égale somme. Je vais taper, donc, égale somme. Ouvrez la parenthèse. Je sélectionne ma première cellule, F2, slash, donc de diviser, F8, voilà. Donc c'est 89 divisé par 516. Donc là j'ai eu un total, un résultat. Là je vais mettre
sous forme de pourcentage. Donc je clique sur l'outil format de cellule et j'ai appliqué un pourcentage. Donc maintenant j'ai un pourcentage de 17, etc. Et là maintenant je vais utiliser la technique toujours du remplissage. Et voilà, je vais recopier la formule. Ah, que se passe-t-il si j'ai une erreur? J'ai fait des divisions par 0. Ah oui, oui. On voit ici qu'on a une erreur dans G3. C'est on a divisé par F9. Or, F9 est nul. Bon, évidemment, on a utilisé ici les facilités d'Excel qui a fait une évolution des arguments. Bon, là, il faudra maintenant rectifier notre première fonction. Donc, je vais taper F $8 pour dire que la ligne 8 doit être absolue et ne doit pas évoluer lorsqu'on fera la recopie. Donc ici, toujours par la technique du remplissage. Ça y est, ma formule a été rectifiée. Je sélectionne ma cellule, remplissage, et je descends, et voilà. Maintenant, mon tableau a été refait. Il est... alors, on met les pourcentages, bon, c'est surtout lorsqu'on débute, quand on veut être sûr, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Donc là, j'ai mis maintenant en rouge le total de F8. Et maintenant, je sélectionne mon tableau, ou une partie du tableau, ça dépend. Et je vais appliquer une bordure. On va faire toutes les bordures. Bon, ça permettra d'avoir un tableau qui est un peu mieux au niveau de la présentation, surtout si on veut l'imprimer. On va terminer par enregistrer la copie. Alors bien qu'ici que la copie soit automatique. Bon, éventuellement, on pourra l'enregistrer sous un autre nom. Bon, c'est le cas. Alors, je vais l'appeler exercice 1AA1. Bon, éventuellement, on pourra bien sûr l'enregistrer sur son OneDrive ou dans un autre nuage via la facilité du passage par l'application fichier. Et voilà, maintenant, mon exercice est terminé. Il a été enregistré. Donc là, toujours, c'est la présentation, la version 2.44. Alors maintenant, on va aller rechercher la version de l'application Excel. Donc je vais aller dans les réglages et je vois Excel par ordre alphabétique. Et voilà, on a la version 2.44. Et les captures d'écran viennent d'un iPad Pro 12,9 pouces ou d'un iPad 6 tous les deux sous iPad OS 14.3. Voici le nouveau tableau à obtenir. Donc c'est l'exercice 2. Alors tout d'abord, nous allons insérer une ligne. Alors pour insérer une ligne, on sélectionne la ligne, ici la ligne 5. Et ensuite, dans le menu qui s'affiche, on touche Insérer. Et une ligne a été ajoutée au-dessus de la ligne OS 10. Et bien sûr, les lignes, la numérotation des lignes a été modifiée.
Nous allons faire la saisie des données de la ligne 5 et on va aller recalculer le total en F5. En F5, donc on avait 97 là sur la ligne 4 ateliers libres. On va recopier la formule par copier et ensuite on ira coller. Donc on copie F4 et on va coller en F5. On va procéder de la même façon par un copier-coller du pourcentage. Donc on fait copier de la cellule G4 que l'on va coller en G5. Et voilà, notre nouveau tableau a été mis à jour. Alors ici, on va supprimer une ligne, la ligne club, qu'on aura l'occasion de rajouter tout à l'heure. On va sélectionner la ligne et dans le menu qui s'affiche, donc on sélectionne la ligne 5 et dans le menu qui s'affiche, on touche supprimer et la ligne 8 a été mise à jour avec les nouveaux totaux suite à la suppression de notre ligne 5 club. Maintenant, on va voir comment sélectionner plusieurs lignes. Là ici, je sélectionne la ligne 9. Je vais tirer vers le haut depuis le point. Et on a sélectionné deux lignes pour l'instant, les lignes 8 et 9. Et maintenant, pour ajouter, on fait insérer. Donc les lignes 2, les lignes 8 et 9 ont été sélectionnées. On va faire insérer. Et on a inséré deux lignes au-dessus de notre ligne des totaux. Maintenant, on va saisir des données dans nos nouvelles lignes 8 et 9. Donc, ce sont des activités fictives qui n'ont pas eu lieu. Mais bon, c'est juste pour pouvoir modifier le tableau. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate que dans la ligne des totaux de la ligne 10, les formules n'ont pas été mises à jour, puisque là, ici, on a en B10, on fait la somme de B2 à B7. Alors, quand on insère au milieu de lignes qui font partie du total, donc par exemple sur la ligne 5, la ligne 4, ou la ligne 3, ou la ligne 2, disons voilà que la ligne 3, les totaux sont mis à jour. Par contre ici, comme on a ajouté deux lignes vierges au-dessus du total, Excel n'a pas fait la mise à jour. Donc là on va aller modifier la cellule qui est en B10. Là, on sélectionne B2, B9, enfin B2, B7 plus exactement. On se positionne sur B2, on tire vers le bas et ça fait la mise à jour de B2 à B9. Voilà, on procédera de la même façon sur les autres colonnes C, D, E, et F. Et voilà, notre tableau a été mis à jour. Maintenant,
on va rajouter une colonne et on va refaire les calculs. Alors je me positionne sur la colonne F. La colonne F est sélectionnée et je vais aller toucher ensuite insérer. Et on va insérer une colonne à gauche. Donc la colonne F est maintenant vierge. Je vais procéder à la saisie du mois et des données et on fera la mise à jour du total en F9. Voilà, notre tableau a été mis à jour, ainsi que les pourcentages. Vous trouverez sur YouTube d'autres vidéos sur les autres modules. Cette vidéo, nous allons voir l'exercice numéro 2 d'Excel pour iPad. J'ai lancé Excel depuis le dock. Maintenant, je vais ouvrir un fichier, un classeur, exercice 1F. Là, ici, je vais me positionner sur la ligne 5 OS 10 et je vais insérer une ligne. Donc, nouvelle ligne vierge a été insérée au-dessus de OS 10. Là maintenant je vais procéder à la saisie des données, donc c'est club, et je vais saisir les données depuis le clavier virtuel dans mes différentes colonnes, donc des mois de septembre à décembre. Je vais mettre à jour le total en F5 par un classique copier-coller de la formule de la cellule précédente. Et voilà, je vais faire la même chose maintenant pour le calcul du pourcentage. Je sélectionne ma cellule G4 que je vais coller sur la cellule G5. Et voilà, notre tableau a été mis à jour. Ici, je vais maintenant supprimer la ligne G5. Je sélectionne la ligne G5 et dans le menu qui s'affiche, je touche supprimer. Et voilà, la ligne a été supprimée et les totaux en ligne 8 ont été mis à jour. Maintenant, je vais insérer deux lignes au-dessus du total. Donc je sélectionne deux lignes, 8 et 9, et je vais faire insérer. Et là j'ai deux lignes vierges qui ont été insérées au-dessus de ma ligne des totaux. Maintenant je vais procéder à la saisie de mes données. Donc là ce sont des données fictives, parce que ce sont des ateliers qui n'ont pas existé. Là je fais ma saisie des activités depuis le clavier virtuel numérique. Voilà, j'ai mis à jour la ligne Android. Maintenant, je mets ma ligne à jour, la ligne Windows. Voilà. Alors, par contre, on s'aperçoit que la ligne 10, donc des nouveaux totaux, n'a pas été mise à jour. Je vais sélectionner B2 à B7 et je vais sélectionner de B2 à B7 et faire la mise à jour. Ensuite, je vais aller répercuter les formules pour les totaux de la ligne 10 par un classique copier avec remplissage. Donc je fais pareil sur les totaux de la ligne F et
identiquement sur les calculs des pourcentages. Maintenant, je vais ajouter le mois de janvier. Donc, j'ai sélectionné la colonne des totaux. Insertion, ça m'a ajouté une ligne à gauche de la colonne des totaux. Donc, je vais saisir mes données de janvier. Voilà. Et ensuite, je vais procéder à... Là, ici, j'ai un petit remords. Je rajoute ma ligne club que j'ai supprimée tout à l'heure. Voilà, donc j'ai rajouté. Je rectifie la saisie par rapport aux données. Et ensuite, je vais procéder à la mise à jour du total de janvier par un classique copier de décembre et coller sur janvier. Je vais ensuite procéder de façon identique au niveau des totaux de ma nouvelle ligne club que j'ai rajoutée. Donc je fais un copier et un coller. Voilà le coller. Et je vais faire pareil sur ma ligne de pourcentage. Donc copier et coller. Et voilà, mon tableau a été mis à jour. Maintenant, je vais procéder à l'ajout de 2 colonnes et pour saisir ultérieurement les mois de février et de mars. Et ensuite refaire l'opération de saisie et de recalcul des données. Alors, programme. Ayez le sens de la formule, les différents opérateurs de calcul et de comparaison, les fonctions moyenne et max, la fonction min, un nouvel exercice pour aller plus loin, la fonction nb, la fonction nb.si, la fonction somme.si, la fonction somme-si.ans, avec des si et un aperçu des si imbriqués. Alors, une formule ou une fonction commence par le signe égal. Dans Excel, les calculs peuvent se faire de plusieurs façons. Égal cellule plus cellule, comme par exemple ici, égal B2 plus B3 plus B4 plus B5, dans le cas d'addition. Égal somme de cellules, par exemple somme de cellules de B2 plus B3 plus B4 plus B5. Et lorsque les calculs se refaient à des groupes de cellules consécutives, on utilisera le caractère de point qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Bon, c'est ce que nous avons vu dans les exercices précédents. Et la formule égale somme, ouvrez la parenthèse B2, B5, fermez la parenthèse, signifie effectuer la somme des cellules B2 à B5. Et les formules sont des équations effectuant des calculs sur des valeurs contenues dans votre feuille de calcul. Et une fonction commence par le signe égal, on l'a vu précédemment, et une formule peut contenir des nombres, des constantes et des opérateurs. Et on pourra faire référence à des valeurs de cellules au lieu de constantes. Et quand votre fonction fait référence à d'autres cellules, Excel recalculera automatiquement le résultat chaque fois que vous modifierez des données dans les cellules. Alors un petit rappel sur les différents opérateurs. Les différents opérateurs sont l'addition, plus, la soustraction, moins, la division, le slash ou la barre de fraction, la multiplication, l'astérisque, et l'exponentiation, la petite flèche que l'on met sur l'accent circonflexe,
tout simplement, pour faire des élévations à la puissance. Et vous pouvez comparer deux valeurs avec les opérateurs suivants: égal, plus grand, plus petit, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et lorsque deux valeurs sont comparées à l'aide de ces opérateurs, le résultat est la valeur logique vrai ou faux. Voici donc l'ensemble des opérateurs. Donc égal, plus grand, plus petit, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent de. Avec ici les petits exemples avec les cellules A1 et B1. Alors découvrons maintenant une nouvelle fonction, après la fonction somme, la fonction moyenne. Alors pour la fonction moyenne, c'est la même syntaxe que la fonction somme, et ça donne la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiées. Exemple, moyenne de I2 à I143 donne la moyenne des valeurs contenues dans les cellules I2 à I143. Alors notez que si la cellule est vide, la cellule n'est pas comptabilisée pour calculer la moyenne. Cela signifie que vide est différent de 0. Parce que si c'est 0, la valeur sera utilisée pour calculer la moyenne. La fonction max donne la valeur maximum contenue dans la plage de cellules spécifiées. Exemple, égale max, I2, I143, renvoie la valeur maximum contenue dans les cellules I2 à I143. La fonction min renvoie la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiées. Exemple, min I2 à I143 donne la valeur minimum contenue dans les cellules I2 à I143. Et là aussi, les cellules qui sont vides ne seront pas comptabilisées dans la fonction min. Voici quelques exemples. Ici, la fonction max de C2 à C8. Ici, c'est donc 42. La fonction min, c'est 13. Et la moyenne, ici, c'est 25,9. Alors, voyons ici un peu la différence entre la moyenne, ici, des cellules B1 à B8. Donc on a des valeurs ici, 0. Et donc la moyenne est de 4,6. Par contre ici, les cellules sont vides et la moyenne sera faite que sur ces 3 valeurs, alors que ici, la moyenne est faite sur l'ensemble des valeurs de la ligne 2 à la ligne 8. Voyons maintenant les fonctions de somme conditionnelle. Alors tout d'abord la fonction NB. La fonction NB compte le nombre de cellules contenant des nombres et les nombres compris dans la liste des arguments. On utilisera la fonction NB pour obtenir le nombre d'entrées numériques dans un champ numérique d'une plage. Voyons ici quelques exemples. Ici, sur l'ensemble de cellules E2 à E17, E2 à
17 ici, le nombre d'entrées est 16. Ici, comme on avait vu précédemment, on a des cellules vides, et ces cellules vides ne sont pas comptabilisées, donc au lieu d'avoir 16, on a 13. Et là aussi, on a une somme qui est une somme ci, et là, le total ici est différent. On va faire maintenant le comptage et les sommes conditionnelles. Alors la fonction NBC. La fonction NBC renvoie le nombre de cellules d'un intervalle qui remplissent une condition donnée. Par exemple, NBC plage point virgule critère. La plage, c'est la plage des cellules à dénombrer, et le critère, c'est le critère de dénombrement sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellule ou l'expression de comparaison. Voyons ici, on va ici compter en C21 le nombre de lundis, c'est-à-dire le nombre de lundis qui sont ici, donc NBC de A2 à A17, c'est égal à L. Voilà, donc ici. Donc là, ici, le nombre de lundis, c'est 2. Donc ici, on a le nombre d'activités qui se sont déroulées le lundi. En C21, on compte le nombre de cellules dans l'intervalle A2 à A17 qui contiennent L, donc c'est-à-dire lundi. Voici là mes petits codes, L pour le lundi, M pour le mardi, MEM pour le mercredi matin, ME pour le mercredi après-midi, le J c'est le jeudi et le V le vendredi. Alors l'exemple d'utilisation de la fonction NBC. Alors ici, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui sont supérieures à 0. Là, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 100 000. Un autre exemple, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 50 000 moins le contenu de la cellule J156. Et là, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 1000 moins la somme des cellules J156 à J159. Maintenant, voyons la fonction somme-si. La fonction somme-si renvoie la somme de cellules d'une plage qui remplissent une condition donnée. Ça va s'écrire égale somme-si, une plage, un critère et la somme de la plage. Donc la plage, c'est la plage des cellules à comparer au critère. Le critère, c'est sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellules ou d'une expression de comparaison. Si somme plage est omis, somme-si fera directement la somme des cellules de l'argument plage. Nous allons voir quelques exemples. Ici, en E22, on additionne le contenu des cellules E2 à
E17 si les contenus des cellules A2 à A17 contiennent M, c'est-à-dire mardi. Exemple, la cellule L156 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 100 000. Là, on fera la somme dans la cellule L157 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 50 000 moins le contenu de la cellule L156. Maintenant, voyons la fonction somme-si-ans. La fonction somme-si-ans renvoie la somme des cellules d'une plage qui remplissent plusieurs critères. Et ça va s'écrire égale somme-si, somme plage, plage, critère 1, plage, critère 2, critère 3. Plage, c'est une plage de cellules à comparer aux critères. Critères, c'est les critères sous la forme de nombres, d'expressions ou de textes définissant les cellules à additionner. Voyons aussi un exemple. On fait la somme des contenus des cellules à E3 à E84 si le contenu des cellules D3 à D84 égale D et si le contenu des cellules C3 à C84 égale 9. C'est-à-dire que D ici, ce sont les débutants qu'on va trouver ici. Hein, et 9, c'est le mois. Voilà. Donc on fera ici les différents calculs dans les différentes catégories pour les débutants, la bureautique, l'atelier libre, etc. pour ici le mois de septembre. Dans la colonne octobre, on fera la même chose, mais sur le critère égal 10, c'est-à-dire le mois d'octobre, etc. Alors avec des si. La fonction si. La fonction si s'écrit de la façon suivante. Égale si, test, point virgule, résultat si le test est vrai, donc c'est une opération qu'on fera, et sinon, résultat si le test est faux. Et le test consiste à comparer deux cellules contenant des nombres, des dates, des textes, etc. Ou ça peut être le résultat d'une fonction. Alors, rappel des opérateurs de comparaison. Égal, plus petit, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal et différent. Voici un exemple de si en E2. Si B2 égale 1, on fait plus C2, sinon on met 0. En D3, si B3 est égal à 2, on met moins C3, c'est-à-dire négatif, ou sinon on met 0. Et si, donc une petite comparaison de contrôle, si E2 est inférieur à 0, on fait alerte. Donc c'est-à-dire que là, les débits sont supérieurs au crédit, donc on a un chiffre négatif, et sinon on mettra OK, comme ici dans l'exemple.
Alors, là on va rentrer, mais on va effleurer quand même seulement les 6 imbriqués. Sinon ça peut nous faire passer des heures avec peut-être un peu de Doliprane, hein. Alors, égal si test 1 égale vrai, on fait quelque chose. Si c'est faux, dans le cas présent, on peut faire un autre test avec vrai et avec faux, et on peut ainsi continuer de nombreuses fois. Alors, ici, dans ce tableau, on compile le montant négatif moins C19 dans la colonne débit, c'est-à-dire la colonne D. Si le code est égal à 2, on va copier le montant positif plus C19 dans la colonne crédit, si, donc la colonne E, si le code est égal à 1. Et si le code n'est pas 1 ou 2, on mettra erreur dans la colonne débit. Alors, dans la version Mac, il est possible de colorier en plus, mais pas dans la version iPad, enfin pas pour l'instant. Par contre, les tableaux qui ont été créés sur le Mac avec certaines fonctions ou certaines actions qui n'existent pas sur l'iPad fonctionnent aussi sur l'iPad, comme ici, la coloration du texte. Alors, donc ici, on fait si B19 égale 2, on fait moins C19. Sinon, c'est faux. On va faire le test. Si B19 inférieur à 1, on va mettre erreur. Sinon, on fait B19 supérieur à 2, on fait erreur. Sinon, on met 0. Après, la petite difficulté, c'est de mettre le nombre de parenthèses correspondantes. Et je rappelle, le nombre de parenthèses droites est égal au nombre de parenthèses gauche. Alors ici, pour démontrer un peu, j'ai colorié ici en bleu la première fonction avec les parenthèses, et au fur et à mesure que l'on détaille les si ou qu'on ajoute des si, bon, là ici j'ai colorié et j'ai mis aussi les parenthèses coloriées. Voilà. Donc comme ça nous permet ici, au moins dans la démonstration, de s'y retrouver plus facilement. Donc on va copier le montant négatif moins C19 dans la colonne débit, colonne D, si le code est égal à 2, hein, c'est ce qu'on a vu dans le tableau. Voilà, maintenant voici la formule. Égale si B19 égale 2, on fait moins C19. Sinon, si B19 est inférieur à 1, on met erreur. Sinon, si B19 supérieur à 2, on met erreur. Donc là, c'est pour vérifier qu'on a bien les codes qui sont 1 ou 2 et qui nous permettent aussi de faire la ventilation dans les zones. Donc là aussi, je le répète, la coloration ainsi que les petits symboles colorés, c'est dans la version Mac. On l'a pas dans la version iPad, je répète pas pour l'instant. Et je répète aussi, le tableau qui a été créé sur PC ou sur Mac fonctionne aussi sur l'iPad. Voilà l'exemple de ventilation dans les crédits. Bon, si B19 égale 1, on fait plus C19. Sinon, si B19 inférieur à 1, on met erreur. Sinon, si B19 est supérieur à 2, on met erreur. Alors au programme, nous allons voir l'affichage des dates. Avec Excel, vous adorerez les séries. Nous verrons le traitement des dates dans Excel et nous découvrirons la fonction
date diff. Alors voyons voir maintenant l'affichage des dates. Pour l'affichage des dates, on va aller dans format des cellules et date et on ira choisir une présentation. Voilà, par exemple, ici, c'est la date de la forme la plus courte, 05-01-2019. Là, ici, c'est avec le jour. Là, c'est une format courte avec année, mois, jour. Et il y a d'autres présentations. Alors voyons voir maintenant la fonction d'incrémentation dans le cas des séries. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs. Voilà, le cas typique de l'utilisation que l'on va faire des séries. J'ai un tableau à créer qui va de janvier à décembre, voire même plus. Alors je tape d'abord janvier. Je sélectionne la cellule qui contient janvier, c'est-à-dire A1. Ensuite, remplissage. Et en 3, on voit apparaître là les poignées de remplissage, de copie. Je vais tirer vers la droite cette poignée. Et voilà. Donc j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà. Ça dépend, disons, du nombre de colonnes qu'on aura choisi. Alors maintenant, on voit les incrémentations du jour. Donc on a une date 1-7-2020. Je sélectionne. Ensuite, on va faire remplissage. On va tirer ensuite les poignées de recopie. Et là, on aura une évolution automatique du jour. Donc, 1, 7, 2, 7, 3, 7, jusqu'à la fin de la colonne qui a été saisie. Alors, au niveau des fins de mois, alors là, pour avoir un tableau avec des fins de mois de mois, il faut choisir 2 mois. Donc là, ici, on va choisir le 31-10 et le 30-11. On sélectionne, remplissage, on a les poignées de recopie que l'on va tirer. Et voilà, 31-10, 30-11, ça c'était au départ, 31-12, 31-1, 29-2. Donc ça tient compte des années bissextiles, 31-3. Donc c'est bien le dernier jour du mois. On va faire ici une incrémentation des années. Là, si 1-1-19 et 1-1-20. On sélectionne, remplissage. On va tirer la poignée de recopie. Et voilà, 1-1, 1-20, 1-21, 1-22, etc. Là, on peut faire l'incrémentation du bimestre. Là, on a le 15-1 et le 15-3. On sélectionne, remplissage. On va tirer la poignée de recopie. Et voilà, 15-1, 15-3, 15-5, 15-7, 15-9, etc. Là, maintenant, on va partir de recopie sur des lignes. Là, on était sur des colonnes. Bon, on va faire ici le lundi. Pas toujours au soleil, mais bon, on sélectionne lundi. Hop. Ensuite, remplissage. On va ensuite tirer
sur la poignée de recopie, vers le bas. Et donc on aura lundi, mardi, mercredi, jusque la ligne qui a été sélectionnée. Alors maintenant, on va voir le traitement des dates dans Excel. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir très rapidement qu'initialement, il y avait deux calendriers, le calendrier 1900 ou le calendrier 1904. Alors, 1900 pour le PC, 1904 pour le Mac. Pourquoi? Alors, Excel prend en charge deux systèmes de dates, le calendrier depuis 1900 et le calendrier depuis 1904. Ça, 1904, c'est pour les anciens tableaux d'Excel qui ont été faits avec les applications qui prenaient en charge l'année 1904 sur le Mac. Et chaque système de date utilise une date de début unique pour calculer les dates. Et maintenant, toutes les versions d'Excel pour Windows calculent des dates en fonction du système de date de 1900. Excel 2008 pour le Mac et les versions antérieures calculent les dates en fonction du système de date basé sur 1904. Et Excel 2016 pour le Mac, Excel 2016 pour le Mac 2011, Excel 365 maintenant utilise le système de date de 1900. Les fonctions jour et mois. Alors, dans la cellule B10, la fonction jour renvoie le jour depuis la cellule A10. Donc, dans la cellule A10, on a 5/11/2018 et là, dans le jour, on a 5. La fonction mois renverra le mois. Donc ici, de 5/11, on va récupérer 11. Et pour suivre la fonction année, donc la fonction année A10 renverra ici l'année depuis la cellule A1. Et la fonction aujourd'hui donne la date du jour. Alors, ici, on a la date du jour. Alors, c'est 43 470e jour depuis le 1er janvier 1900. Alors, pour calculer ça, on fait, dans la cellule B, on fait plus A5, et ensuite on ira définir la cellule B5 comme étant numérique, donc une zone de chiffres. Et maintenant, donc on peut avoir des dates personnalisées avec le jour et l'heure. Et là, on a toute une série de formulations, JJMMAA, heure et minute, et on en a d'autres. Là, on est dans les personnalisés pour des nombres particuliers sur les heures, avec la fonction maintenant, donc personnalisé. Alors, la fonction date_diff. La fonction date_diff effectue la différence entre deux dates en année, mois et jour. Alors, ça s'écrit égale date_diff, date 1, date 2 et paramètres. Date 2 est supérieure à date 1, puisqu'on fait une différence entre deux dates. Et paramètre, ce sera Y pour l'année, M pour le mois, D pour le jour. Alors ici, on est resté avec les abréviations américaines. Voilà, en nombre d'années, date_diff, B18 à C18 avec l'année Y. Donc là, ici, nombre d'années entre ces deux dates, c'est 76. Le nombre de mois, c'est 919. Et en nombre de jours,
c'est 27 991. Alors donc ici, on a ventilé la différence entre nos deux dates, ici, 76 ans, 7 mois et 18 jours. Ah, on récapitule, donc c'est le Y, YM, c'est le nombre de mois dans l'année, et la MD, c'est le nombre de jours dans le mois. Et si on veut, on pourra concaténer nos différentes dates pour obtenir 76 ans, 7 mois et 18 jours. Et ça va s'inscrire comme ça. Égale DALDIF, B16, point virgule, C16, Y. Et, donc là c'est la concaténation en, donc ça c'est un libellé. Et, encore concaténation, DALDIF, B16, C16, YM, et, donc concaténation, mois et datif, donc là ici, c'est le nombre de jours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.